Et nous allons démarrer notre deuxième thématique, les découvertes qui révolutionnent la médecine, une conférence avec un radiothérapeute. Il s'appelle Laurent Schwartz et il travaille actuellement avec une équipe de choc, de mathématiciens, de physiciens et de biologistes sur la recherche d'un traitement efficace et novateur contre le cancer. Cancer et solutions, une solution prometteuse, c'est la conférence que nous propose Laurent Schwartz. Bonne conférence, merci. Bonjour. Excusez-moi, ça. Comment je fais partir? J'ai pas besoin, ça se fait tout seul. Bon. Bon, ça se fait automatiquement. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. De mon côté, c'est extrêmement impressionnant d'être devant une salle aussi nombreuse. Et j'ai vraiment pas l'habitude. Je voudrais d'abord remercier ceux qui ont rendu tout ça possible. Des sans grades comme Jacques Delemontex, Zora, Éléonore, Bertrand Alph. Et aussi vous dire que je sais l'espoir qu'amène ce que l'on a compris sur le cancer. J'ai essayé de faire une conférence différente de celle que je fais actuellement, c'est-à-dire que je vais vous parler de mathématiques du vivant, et j'espère ne pas être soporifique, j'espère être compréhensible dans ce que je vais essayer de vous dire. Nous sommes un groupe de scientifiques et nous avons essayé de recomprendre ou de comprendre la biologie. Le cancer étant un des aspects de la biologie, mais n'en étant pas le seul. Les gens autour de moi sont, pour la plupart, et ma femme qui est au bout de la salle et ma fille en témoigneront, des originaux. Par exemple, j'avais un jour un dîner à la maison et un des scientifiques est venu en kilt, on était en période d'été, et il expliquait que pour la ventilation, c'était nettement mieux qu'autrement. C'est des gens qui l'ont fait purement pour des raisons de thermodynamique et ne se rendant pas du tout compte du ridicule habituel. Donc les gens autour de moi sont souvent des originaux. Un autre est Maurice Israël, qui est le premier qui m'a guidé vers les chemins métaboliques. Maurice qui est certainement une des personnes qui a le plus contribué à ce travail, mais qui maintenant est parti dans le déchiffrement de textes. Alors il est parti sur le Voynich, il y en a peut-être des gens qui connaissent, dans les textes que l'on dit ésotériques, il y a le Voynich, qui a été écrit au XVIe siècle, au XVe siècle, et que personne n'a déchiffré. Lui, il l'a repris dans l'autre sens, et il a compris que c'était un texte relativement simple de recettes médicales. C'était écrit en grec et à l'envers, et ce qui ne se rendait pas compte, c'était pas que le Voynich était intéressant, c'était le rêve que ça apportait aux gens. Le jour où vous avez la traduction de ce texte, qui est une recette de cuisine médicale, ça n'intéresse plus les gens de la même façon, et ça n'a donc eu aucun écho. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est que la biologie est apparemment quelque chose d'extraordinairement compliqué. Nous venons d'entendre une conférence remarquable sur les groupes HLA, et tout en biologie est au fond extrêmement compliqué, avec des enzymes qui jouent avec d'autres enzymes, et ainsi de suite. Et très rapidement, une mère, ou un père d'ailleurs, pas oublier les pères, y perdrait ses enfants. Ce que je vais essayer de vous proposer, c'est une forme de simplification radicale de la biologie. On peut passer à la diapo suivante ? S'il vous plaît. Vous pouvez passer à la diapo suivante ? Bon. En attendant que la diapo passe, flèche verte, oui, mais avant ça ne marchait pas. Voilà. Alors, il y a déjà eu pas mal d'essais d'écrire en termes mathématiques, c'est-à-dire très simple le vivant. Alors, Darcy Thompson, d'où j'ai sorti les deux premières images, est un scientifique que moi j'aurais certainement beaucoup aimé. On lui a proposé à Cambridge ou Oxford, peu importe, à la fois le poste de professeur de mathématiques, de physique, de grec, de latin et je ne sais plus quoi. Donc c'était un savant ouvert et sachant plein de choses, très probablement vieux garçon. Et toujours est-il qu'il met différentes espèces de poissons les unes à côté des autres, poissons qui ne vivent pas dans les mêmes océans, et il voit que par des systèmes de translation mathématique, le premier poisson, dont peu importe le nom, ressemble beaucoup
à l'autre poisson. Et de la même façon, j'étais avec des proches au Jardin des Plantes, au Muséum d'Histoire Naturelle, et on voit bien que le squelette d'un dromadaire ressemble à celui d'un chameau, qui ressemble à celui d'un alpaga ou un lama. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont les mêmes. Les deuxièmes choses, et ça c'est beaucoup plus équation, et je ne vais pas passer dedans parce que j'ai peur de perdre une partie de l'Assemblée, et aussi peut-être moi-même, il y a des équations, par exemple Hodgkin et Huxley, qui en 1950 montrent que l'influx nerveux, c'est des choses que tout le monde connaît, peut s'écrire en termes purement mathématiques. L'importance de la physique ou des mathématiques là-dedans peut se voir aussi dans le fait, par exemple, que les vaisseaux sanguins, l'artère va vers les capillaires qui vont vers la veine, et on n'a jamais vu une artère aller en cul-de-sac ou une veine démarrer de nulle part. Donc tout ça répond à des systèmes de physique qui sont très proches des systèmes de percolation. Je vais rester à ce niveau-là de la conversation pendant un temps, après je filerai vers le cancer. Il y a 4 forces dans la nature. Ça, c'est quelque chose d'admis. Vous avez les forces électriques, électromagnétiques, vous avez la gravitation, et vous avez des forces qui jouent au niveau du noyau, qui sont les forces d'interaction fortes et faibles. Elles n'ont aucune importance, ces 2 dernières forces, pour nous. Elles seraient importantes si on voulait savoir s'il y avait de la vie à la surface de l'électron, mais je ne pense pas que ce soit le sujet de la conversation d'aujourd'hui. Donc, la vie, l'inorganique, le monde dans lequel nous sommes, sont réglés, en tout cas à notre échelle, par 2 forces, les forces électromagnétiques et les forces gravitationnelles. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est que ces forces-là qui expliquent la lumière qui est devant nous, ou le fait que nous marchions sur nos jambes, expliquent aussi probablement la biologie. Alors, on va faire les choses relativement simplement. La pression, alors la pression, elle est où? À l'intérieur de la cellule ou à l'extérieur de la cellule. Et les forces électromagnétiques, ce sont les forces qui sont en jeu, par exemple, dans les influx neurologiques, dans le cerveau, et ainsi de suite. Peut-on écrire la biologie dans sa totalité selon les forces qui sont celles qui sont de notre ressort, point de vue taille, et ainsi de suite. Alors, ce que je vous propose comme conférence, c'est, on va prendre les maladies les unes derrière les autres et on va voir si on peut expliquer tout cela par de la physique. Le but aujourd'hui n'est pas de rentrer dans les doses d'acide lipoïque, d'hydroxycitrate, de metformine ou je ne sais trop quoi, mais de donner un schéma global de compréhension du vivant. Schéma que vous comprendrez bien n'est pas abouti, n'est pas fini, n'est pas complètement verrouillé, mais qui est une grille de lecture, et une grille de lecture qui permettra de tout repenser ou de le repenser de façon complètement différente. Alors, la première chose, c'est l'inflammation. Alors, tout le monde sait ce que c'est que l'inflammation. C'est déjà décrit par Galien 300 ans après Jésus-Christ. Donc, autant dire que ce n'est pas quelque chose de neuf. Et l'inflammation, vous pouvez être inflammé par une piqûre de moustique, un coup, du chaud, du froid, un produit chimique, et ainsi de suite. Donc, vous avez des inflammations à n'en savoir que faire. Et le premier travail qu'on a fait a été de montrer que quelque chose d'extrêmement clinique, l'inflammation, tout le monde sait ce que c'est ou a l'impression de savoir ce que c'est, ce n'était qu'une donnée de physique. C'était une augmentation de pression. Donc vous avez 2 choses qui n'ont rien à voir apparemment. Un syndrome clinique, l'inflammation, je suis rouge, j'ai mal, je me gratte. Et une autre qui est physique, vous avez une augmentation de pression. J'ai eu la chance cet été de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec mes proches. J'ai eu des ampoules comme tout le monde. Et quand on perce les ampoules, il y a une espèce de jus blanc jaunâtre qui est dedans et qui fait une pression, c'est pour ça que l'ampoule est gonflée, et ce jus est très riche en protéines, les protéines entraînant une pression. Alors, bon, ça, je ne sais, j'ai pris ça sur Internet, donc je ne sais pas quelle est la cause de cette inflammation-là, est-ce qu'elle est chimique ou est-ce que c'est une piqûre d'une bête redoutable ou je ne sais quoi, mais vous voyez bien que dans l'inflammation, là, que vous voyez, si vous le regardez avec des yeux de physicien, ou à des yeux normaux, entre guillemets 3 fois, vous voyez bien que ça gonfle, et quand ça gonfle, c'est que vous avez de la pression. C'est simple, aurait dit le professeur Camembert ou le sapeur Camembert, c'est quelque chose que tout le monde voit. Et nous avons fait un autre type de travail
qui n'est au fond jamais, qui n'est pas très compliqué. Quand vous allez dans le foie pour chercher une biopsie, enfin, bon, vous pouvez en même temps mettre une petite sonde et la sonde vous donner la pression. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez que dans l'inflammation, l'hépatite, dans la cirrhose, qui est la complication, ou dans le cancer, vous avez une augmentation de pression. Ce que l'on savait déjà quand on prend une cuite, enfin ça ne m'est pas arrivé, surtout que je parle devant ma fille, mais quand le foie est douloureux, ça fait mal, et donc le foie, il a augmenté de volume. Bon, ça c'est des mesures physiques qui confirment que dans l'inflammation, quelle qu'elle soit, vous avez une augmentation de pression. Et cette augmentation de pression-là, elle vient d'une chose très précise, c'est qu'il y a une fuite. Dans toute inflammation, vous avez une lésion des vaisseaux. Quand vous avez une lésion des vaisseaux, il fuit, il y a un trou, et c'est ce trou-là qui fait sortir les protéines et qui implique la pression. Alors si vous voulez faire une expérience, chez vous, vous avez déjà dû avoir des échardes, ça arrive à tout le monde. Quand vous mettez l'aiguille pour enlever l'écharde, tant que vous êtes dans la partie superficielle de la peau, ça ne fait pas mal, ça n'est pas inflammatoire. Mais vous rentrez plus en profondeur, quand vous enlevez le fond de l'écharde, ça fait mal, ça fait une inflammation, parce que vous avez lésé des vaisseaux, les vaisseaux ont fui, augmenté la pression, et ainsi de suite. Et je vais pas rentrer dans tous les détails de la biochimie, parce que ils sont probablement un peu techniques. Mais ce que l'on a vu, c'est que chaque fois que l'on augmentait la pression, on déclenchait un syndrome inflammatoire. Alors, l'inflammation, pour nous, c'est synonyme de l'augmentation de pression, mais pour d'autres qui sont plus dans des détails qui sont réels, mais qui sont à un autre plan de coupe, eh bien, c'est une augmentation du système immunitaire, c'est une sécrétion de protéases, angiogénèse et ainsi de suite. Eh bien, tout ce que voit le biochimiste dans l'inflammation et qui fait l'objet de milliers et de milliers de publications, c'est une simple conséquence de l'augmentation de pression. Ça n'est que ça, l'inflammation, c'est une augmentation de pression. L'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris des inflammations, et quand vous avez une inflammation comme une piqûre ou par un vaccin dont on parlait, après le vaccin, quand vous faites un BCG, vous avez une cloque inflammatoire, vous prenez un peu de ce liquide, et bien ce liquide est systématiquement sous pression. Donc on se retrouve vers une première partie de ce tableau. Toute inflammation, c'est une augmentation de pression, et nous avons donc un passage entre la clinique et la physique. Donc une grille de lecture radicalement différente. Voilà la première chose. Donc là, on a regardé à la pression extracellulaire, l'augmentation de pression, ça donne l'inflammation. La deuxième chose, c'est la croissance. Et bien la croissance, quand vous entendez la croissance, ben, tout le monde sait que vous avez aussi une augmentation de pression, à part que là, elle est à l'intérieur de la cellule. Vous ne pouvez pas avoir une croissance sans une force. Et on revient toujours aux deux seules forces dont je parlais avant. Toute croissance, quelle qu'elle soit, c'est une augmentation de pression, cette fois à l'intérieur de la cellule. Et pour que votre tissu croisse, eh bien, il faut que la pression à l'intérieur de la cellule soit plus importante que la pression à l'extérieur, sinon ben, ça peut pas croître. Alors, et là on va commencer, il y a 2 ou 3 détails techniques que j'ai malheureusement pas pu complètement éluder. Je vais juste vous parler, avant de rentrer dans les détails de la croissance, sur un des éléments les plus importants de la conversation, qui est la mitochondrie. Alors, au début des temps, nous n'avions pas, enfin les premières cellules, il y a 3,5 milliards d'années, c'est-à-dire avant la naissance de chacun d'entre nous, et ben ces cellules-là, elles étaient relativement petites, et elles ne savaient pas brûler, elles ne savaient que grossir, elles ne savaient pas brûler. Et il y a vers 2 milliards d'années, est rentré dans nos cellules, c'est-à-dire dans les cellules de la peau, du ventre ou de n'importe quoi, des mitochondries. Alors la mitochondrie, c'est la centrale électrique. Alors vous voyez, ça a une gueule assez particulière, avec ces invaginations que vous voyez multiples, et ça a une fonction, ça produit de l'énergie. Et c'est maintenant on parlerait de deal win-win ou gagnant-gagnant. La mitochondrie, qui était un organisme
à part entière, qui avait son propre ADN, rentrait dans les cellules eucaryotes et échangeait le fait de pomper une partie de sa nourriture, en l'occurrence des dérivés du sucre qu'on appelle l'acétyl-CoA ou le pyruvate, contre de l'énergie. Et cette mitochondrie-là, elle donnait à la cellule en échange de l'énergie. Une chose est à comprendre, et ça va sous-tendre la suite de ce que je vais dire. La mitochondrie, à la fois, produit de l'énergie, c'est la centrale électrique de la cellule, elle représente entre 10 et 30% du poids de la cellule, c'est-à-dire que vous avez des mitochondries, vous en avez beaucoup dans la cellule, et en autre aussi, elle a besoin d'énergie. Alors, vous avez probablement tous vu le désastre à Fukushima au Japon il y a, mettons, une dizaine d'années, un tremblement de terre. Eh bien, ce sont des centrales électriques, là-bas elles sont nucléaires, mais elles utilisaient de l'électricité. Et le drame à Fukushima, c'est que suite au tremblement de terre, il y a eu un tsunami. Le tsunami il y avait des digues pour empêcher les vagues de 9 mètres. Il se trouve que le tsunami a fait 10 mètres et que ce mètre de plus a empêché l'alimentation en électricité de la centrale. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous coupez l'électricité d'une centrale nucléaire, eh ben, elle explose. Et bien, de la même façon, quand une mitochondrie n'a plus assez d'énergie pour se maintenir en vie, énergie qu'elle a souvent faite elle-même, eh bien, elle va mourir. Et ça va être très important pour le cancer. Excusez-moi, je vais être obligé de faire un tout petit peu de biochimie. Je vais essayer de ne pas vous lâcher trop, mais un minimum. Vous avez, la biologie est écrite par deux forces. Vous avez la pression et vous avez les forces électromagnétiques. Et là, tout peut s'écrire avec cette grille de lecture. Et cette grille de lecture infiniment ancienne et totalement révolutionnaire que je veux partager avec vous. Le glucose rentre dans la cellule et il va se faire, le glucose, ça a 6 carbones. Ne me demandez pas pourquoi ça a 6 carbones, mais c'est comme ça. Et nous digérons, la mitochondrie brûle du 3 carbones. Donc, de fait de passer de 6 carbones à 3 carbones, et 3 carbones, ça va s'appeler le pyruvate, c'est le nom chimique, peu importe. Si la mitochondrie ne fonctionne pas, on est en synthèse, ça ne brûle pas. Quand ça ne brûle pas, la cellule grossit. C'est ce qu'on appelle dans nos jargons la synthèse, l'anabolisme. Et vous avez l'autre cas de figure, qui est le contraire. Donc, excusez-moi, je reviens. Quand la mitochondrie ne fonctionne pas, il y a synthèse de masse, ça grossit. Et quand la mitochondrie fonctionne, eh bien, il y a synthèse d'énergie, d'ATP, c'est le contraire, et il n'y a pas synthèse de masse. Ça, c'est le diagramme clé de cette espèce de cette tentative de relecture fondamentale de la biologie. Alors, la chose la plus difficile probablement, ça peut sembler extrêmement simple de raconter que quand vous brûlez, eh bien, vous ne grossissez pas. C'est somme toute ce que font les gens quand ils font la course à pied dans le jardin. Quand je suis venu, il y avait Octobre Rose et des milliers de gens qui couraient. Eh bien, ils brûlent. Quand ils brûlent, ils ne grossissent pas, ils maigrissent. Ils ont une température plus élevée, ils suent. Tout ceci est totalement élémentairement évident. Eh bien, c'est la même chose dans notre cellule. Quand la cellule brûle, eh bien, elle ne grossit pas, elle produit de l'eau et elle produit, très important, le gaz carbonique. Alors, je voudrais juste en dire un mot parce que c'est fondamental et on reviendra derrière là-dessus. Le gaz carbonique, ce n'est pas un gaz neutre. C'est un gaz qui est soluble dans l'eau. C'est pour ça qu'on l'a dans le champagne ou dans le Perrier. On ne pourrait pas mettre de l'azote ou de l'oxygène à la place. Ça n'existerait pas. Et surtout, ça réagit. Si quelqu'un s'amuse à mettre un pH mètre, c'est-à-dire mesurer le pH à l'intérieur du champagne, d'abord, si c'est un gosse, il se fera engueuler. Mais vous verrez que c'est un pH acide parce que le gaz carbonique et l'eau, ça réagit pour faire de l'acide carbonique. Et c'est cet acide carbonique qui a creusé les grottes type Padirac ou ainsi de suite. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que la biologie s'écrit par le fait que la mitochondrie fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas. Alors, il y a toute une liste de synonymes sans fin et une partie fondamentale du travail a été
de comprendre que des termes qui n'avaient strictement rien à voir au sens, certains étaient employés par les médecins, d'autres étaient employés par les agriculteurs, au fond c'était la même chose. Alors anabolisme, ça veut dire synthèse, ça fait sérieux, ça fait simplement cultiver, mais fermentation c'est la même chose, et seulement c'est dit pas par les mêmes gens. Après, ce que voit Pasteur, le grand Louis Pasteur, on est en 1860, eh bien, il voit que quand il diminue l'oxygène, eh bien, la mitochondrie ne sait pas encore que ça existe, mais ne fonctionne pas. Et il voit que quand il diminue l'oxygène, il travaille sur la levure de bière, les levures prolifèrent parce que ça fermente, parce que c'est en anabolisme, et ainsi de suite. Et je ne vais pas rentrer dedans, mais quand vous allez à un plan de coupe encore plus fin, eh bien, vous allez retrouver les gènes du cancer, qu'on appelle les oncogènes. Onco, c'est le cancer, oncologue, oncogène. Eh bien, on verra que ces gènes sont activés par sont synonymes de fermentation ou d'anabolisme. L'inactivation des mitochondries, j'en ai parlé. Et conséquence fondamentale sur laquelle il va falloir revenir, quand la mitochondrie ne fonctionne pas, elle ne produit pas de gaz carbonique, et donc cette source d'acide qui était l'acide carbonique n'est plus. Donc la cellule est en alcalose, donc elle est basique, et je ne rentrerai pas sur l'histoire du pH. Après, vous pouvez rentrer sur la voie des pentosephosphates, mais je pense que ce n'est pas le sujet à la minute. Une chose est claire, et écrite dans des centaines, voire des milliers de publications, la division cellulaire, résulte du fait que la mitochondrie ne marche pas. Ça, c'est des choses qui sont écrites par les biologistes qui s'occupent de l'INRA ou des gens comme ça. C'est écrit par déjà Pasteur à une certaine façon. Ce sont des choses qui ont des milliers de publications. C'est redoutablement simple, mais c'est comme dirait ma femme, c'est pas parce que c'est simple que c'est faux. Et donc nous avons une biologie qui s'écrit de façon binaire. Alors ce n'est pas les 0 et les 1 des bits informatiques sur lesquels nous sommes, c'est anabolisme, catabolisme, je synthétise ou je brûle, fermentation, respiration, vous les voyez, tout ça est marqué. Ce qui peut se dire en termes de physique, soit vous avez de la pression, parce que ça ne brûle pas et donc vous augmentez votre masse, soit vous êtes dans un système plus électrique, où vous avez plus d'énergie, et donc dans ces cas-là, la cellule, au contraire, ne se divise pas. Et tout médecin, enfin tout biologiste sait qu'une cellule différenciée, une cellule qui a une fonction précise, eh bien cette cellule-là, elle est très chargée électriquement, et donc elle utilise son énergie à faire de l'électricité. Et je vous rappelle que, bon, je vois tous ces stands alimentaires qui sont là-bas, les 2/3 de l'énergie que l'on prend, c'est-à-dire que l'on mange bio ou pas, ça sert à une chose, maintenir les gradients, donc maintenir les champs électriques. Bon, alors maintenant, voilà la grille. La grille, je vous répète, vous avez des maladies liées, vous avez la pression, les champs électromagnétiques. Et c'est comme ça que ça marche. Donc une partie des gens avec lesquels j'ai le plaisir de travailler, en partie Olivier Lafitte ou Erwan Bigan, maintenant vont essayer de voir si les éléments cruciaux de la biologie peuvent s'expliquer par ces jeux de pression de champs électriques. Et je vous rappelle qu'on parle de compaction de l'ADN, de décompaction, enfin qu'il y a de la physique de tous les côtés, mais que le rôle clé de la physique dans la biologie ou dans le jeu intellectuel qui est derrière n'est pas vu. Maintenant, nous allons passer à autre chose. C'est peut-on, avec ces deux seules forces, faire un tableau de Mendeleïev? Peut-on comprendre les maladies, peut-être pas l'ensemble, mais une grande partie des maladies, uniquement par de la physique? Alors, l'hypothèse, et pour qui veut le voir, c'est que le cancer, qui m'amène ici devant vous, mais aussi les autres maladies, qui sont des autres types de saloperies, s'expliquent possiblement par une baisse du rendement d'une machine cellulaire. Il est sûr que plus on vieillit, moins le rendement énergétique est bon. Je veux dire, quand j'essaie de faire la course avec un de mes fils, je peux vous assurer que c'est lui qui gagne. Moi, je suis derrière. Mais si j'essayais vis-à-vis de mon père qui a 95 ans, je pense que je gagnerais moi. Donc, vieillir, c'est le rendement qui s'effondre.
Alors on peut essayer de tout faire pour vieillir plus doucement, mais au fond, vieillir, le rendement électrique s'effondre. Eh bien, le cancer, mais aussi probablement les autres maladies, eh bien, c'est une baisse encore plus lointaine, encore plus profonde du rendement. Voilà l'hypothèse de base. Et croyez-moi, ça peut être simple de le dire comme ça, mais c'est 20 à 30 ans de boulot pour arriver à ce degré de simplification-là. Alors, pour le cancer, je vais un peu en parler parce que j'imagine qu'une partie des gens sont là pour ça. Il y a deux visions du cancer qui existent et qui coexistent depuis très longtemps. La première, je ne vais pas vous la faire, c'est compliqué. Moi, j'ai comme axiome de base, quand quelqu'un me dit que les choses sont compliquées, il y a deux choses, il n'a rien compris ou il se fout de moi. Les deux sont possibles, mais en vrai, dans la vie, les choses ne sont jamais extrêmement compliquées. On peut... Je suis très lié avec des gens qui font des mathématiques financières. Alors vous pouvez voir, tout ça monte, ça baisse, et l'algorithme génial qui vous permet de savoir comment va évoluer le cours de la bourse. En réalité, il y a deux forces, il y a l'envie et la peur. Au fond, c'est très simple. Après, c'est peut-être plus compliqué de prévoir. Donc le cancer, je ne vais pas vous faire comme c'est compliqué. Vous le savez, et ça a une conséquence. Le traitement sera long, cher, et ainsi de suite. C'est le modèle qui est le modèle dominant. C'est partiellement vrai, c'est partiellement faux. Deux, le cancer est simple. Ça, c'est le modèle pour lequel vous êtes là, et c'est ce que j'essaie de vous dire. Ce qui est écrit ce que je vais vous développer a déjà été dit en 1920 par la grande équipe des chimistes allemands, dont Otto Warburg est un des grands noms, double prix Nobel, vous le savez probablement. Et ce que Otto Warburg dit, c'est que la peste, ça a de multiples causes, mais au fond, c'est causé par une bactérie qui infecte et qui tue les gens. Mais si vous regardez épidémiologiquement, on sait bien que pour de la peste noire, ça touchait surtout les gens pauvres, probablement sans hygiène de l'époque, mais on sait très bien que pour les grandes pestes noires, par exemple, les monastères qui étaient complètement cloîtrés et qui vivaient dans une forme de richesse, les gens n'étaient pas touchés. Ce n'est pas parce que la propreté prévient de la peste ou est la cause de la peste, mais c'est parce que le tic qui vit sur la puce et ainsi de suite. C'est une puce qui vit sur un rat, et le rat, évidemment, il vit dans des endroits plus sordides. Et bien, ce que dit Otto Warburg, le cancer a beaucoup de causes. Le propos n'est pas de nier le problème de l'alcool, du tabac, de l'amiante ou des pesticides ou je ne sais trop quoi, mais au fond, le cancer, et ce que dit déjà Otto Warburg, c'est que le cancer a une cause, la cellule fermente, elle ne brûle plus. Alors là où les choses deviennent un peu plus compliquées, c'est que Warburg écrit en Hochdeutsch, c'est-à-dire en allemand avec des S7, c'est totalement illisible, et deuxièmement, il ne veut pas utiliser le terme de mitochondrie, parce qu'il s'est fâché avec je ne sais trop qui, j'ai oublié. Donc il parle de granules. Alors avant que je comprenne ce qu'il voulait raconter, mais enfin c'est ce qu'il dit. Et c'est repris après. Donc Warburg dit, on est là entre 1920 et il le répétera à la conférence de Lindau en 1956, que le cancer est une maladie, somme toute, de la fermentation de la mitochondrie. C'est quelque chose qui a été très à la mode, et puis qui a passé progressivement. Et j'ai récupéré mes vieux livres de cancéro. Vous savez, on a chacun, il y a un livre de chevet de cancéro de 1000 pages, assez franchement indigeste, mais de temps en temps très utile. Et dans les premières éditions, on voit très clairement qu'on parle de l'effet Warburg, et puis ça disparaît. Et c'est en train de revenir. Et là, j'essaie simplement de vous montrer. Vous revoyez la mitochondrie que je vous ai montré avant, donc cette machine qui fait de l'énergie, vous voyez la GBM, c'est glioblastome, c'est une tumeur cérébrale, vous voyez que la mitochondrie, elle a disparu, ou elle est infiniment en mauvaise forme. Alors pourquoi elle est gonflée? Elle n'a plus assez d'énergie elle-même pour sortir l'eau. Et c'est pour ça qu'elle est gonflée. Donc après, la conversation va suivre. Est-ce qu'on peut rallumer la mitochondrie ou est-ce qu'on ne peut plus rallumer la mitochondrie parce qu'elle n'est plus là? Alors, on a fait quelque chose de, somme toute, qui peut sembler totalement élémentaire. C'est Mohamed Abol Hassani, qui vit sous le prénom de Ramin souvent, qui a fait ça récemment. On a mesuré simplement la quantité d'énergie, ça s'appelle l'ATP, c'est le dollar point de vue énergie dans les cellules.
il a pu le faire, c'est-à-dire que le côlon a été enlevé pour un cancer. Donc à un point, il y a les cellules tumorales, et de l'autre côté, un peu plus loin à distance, quand vous enlevez un côlon pour un cancer, vous en enlevez 50 cm. Donc il a pu, sur les parties non cancéreuses, mesurer l'ATP. Donc vous voyez que dans les cellules cancéreuses, donc de vrais cancers, de vrais hommes, ou femmes d'ailleurs, et ben vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'ATP, c'est en bleu, que dans les cellules normales. Le cancer, et là on est presque 70 ans après les travaux de Warburg, et ben il y a moins d'énergie dans la cellule tumorale que dans la cellule normale, et l'énergie étant synthétisée essentiellement par la mitochondrie. Vous voyez où je vais en venir. Alors, donc l'effet Warburg, 1920-1930, ce que dit Warburg, le rendement énergétique s'effondre, et quand vous n'avez pas assez d'énergie, eh ben vous allez ouvrir les vannes, il faut bien compenser, donc ça va capter le sucre. Et en captant le sucre, il va y avoir, la cellule normale est en haut. Une cellule normale avec du sucre, elle brûle le sucre avec de l'oxygène, et ça fait de l'énergie. C'est comme ça qu'on marche. Mais dans la cellule cancéreuse, la mitochondrie ne marche plus, elle ne peut pas fabriquer l'énergie, elle ne peut pas brûler, et quelqu'un sait très bien que quand il ne fait pas son jogging, sa course à pied ou sa marche, il va prendre du volume. Et bien pour la cellule tumorale, c'est la même chose, c'est simplement probablement un peu plus rapide. Mais quand votre mitochondrie ne marche pas, vous ne fabriquez plus, la cellule tumorale ne fabrique plus assez d'énergie. Comme elle ne fabrique plus assez d'énergie, elle ouvre les vannes, et elle grossit. Ces schémas ont été faits par Elvire de chez Thierry Soucard, mais le but n'est pas de vous perdre dans tous les détails, mais quand une cellule, sa mitochondrie ne fonctionne plus et n'est pas réallumable, elle va grossir. Cette augmentation de pression va faire que la cellule va se diviser en deux. L'augmentation de la pression intracellulaire va faire que la cellule va envahir. Elle est sous pression, le reste du tissu est plus mou. Elle va évidemment d'abord envahir les tissus mous. Il est rare qu'au début d'un cancer, le cancer ait grignoté l'os, simplement pour des raisons purement mécaniques. Et comme la tumeur est sous pression, la pression est tellement importante qu'il va y avoir des métastases qui vont partir. Je vais passer la suite, je vais essayer simplement de vous dire que quand nous, cliniciens, voyons un cancer, le cancer, c'est comme ça qu'on le voit au coup d'œil, le cancer est dur, il a une forme particulière, alors on parle de fractal parce que je suis dans un monde de matheux, mais un peu comme les étoiles, il augmente la concentration de glucose et on passe dans des pH alcalins. Je vais juste passer pour vous dire que voilà cette forme très particulière des cancers, c'est un cancer du sein, vous voyez bien que c'est une forme particulière, ça s'explique très probablement par l'effet Warburg. Vous voyez, ça c'est un PET scan, que ce cancer médiastinal, vous voyez qu'il y a des ganglions qui captent le sucre, l'effet Warburg. Vous voyez que la tumeur est basique. Quand on fait les colorations tumorales, on voit qu'elle est basique. Ça, c'est aussi l'effet Warburg, parce qu'il n'y a pas assez de fabrication de gaz carbonique. Et que maintenant, je vais passer au traitement. Mon but n'est pas à la minute de donner une recette de cuisine. D'abord, je ne l'ai pas. Et deux, fondamentalement, on n'est pas au stade du traitement universel, on est au stade d'ouverture d'un mode de compréhension et de la grille. Je vais passer assez vite là-dessus. Ce qu'on a fait, donc, on est parti sur l'idée que c'était simple, on est parti sur l'idée qu'une molécule ne suffirait pas parce que sinon on y serait depuis longtemps. Et on est parti sur le fait que, on n'aurait jamais aucun sou institutionnel, qu'aucun d'entre nous voulait faire du fric, que l'argent, et ça c'est ce que mes parents m'ont appris, est un poison, et qu'il nous fallait aussi un modèle animal fiable. Alors, on a fait des listes d'anticancéreux qui jouaient sur la fermentation. Je vous fais une liste, ça n'a pas d'intérêt de le noter, mais on est arrivé à 130 ou 140 molécules, c'était du sans fin. Et puis, on a fait des combinaisons. Alors voilà, ça c'est les pauvres souris. Entre 15 et 20 000 souris, parce que c'est la meilleure façon d'essayer. Et qu'on a utilisé des modèles, je vais passer assez vite ces trucs-là, on a utilisé des modèles de souris, des cancers de vessie, des cancers de la peau, des mélanomes. Et regardez, ça c'est des systèmes de cryptage. Vous voyez que les souris, le volume tumoral, alors la souris fait environ 20 grammes,
et on mesure le volume tumoral et la durée de vie des souris. Donc là-dedans, il y a certaines de ces combinaisons qui marchent. C'est-à-dire que la croissance est plus lente et d'autres qui marchent moins bien. Alors donc on avait une combinaison, je vais venir là-dessus, de molécules qui s'appelle l'acide lipoïque hydroxycitrate qui marchait dans le cancer de la vessie, la même chose dans le cancer de la peau, la même chose dans le cancer du poumon. Ceci a été fait et refait dans de nombreux autres laboratoires. Parallèlement à ça, quelqu'un aux États-Unis qui disait qu'il utilisait une des mêmes molécules que nous avec de la naltrexone à faible dose et que ces cancers du pancréas, en tout cas une partie de ces cancers du pancréas, ne mourraient pas. Alors ça, c'est ce que j'aime bien de l'empirisme le plus total. Pas d'idée de comment ça peut marcher, mais la constatation qu'il voit quelque chose. Donc il est convoqué, ou il se fait convoquer, je ne connais pas le détail, au National Cancer Institute pour voir s'il faut faire un essai, et ils font leur boulot, c'est-à-dire qu'ils vérifient que les malades existent, ils téléphonent aux malades, cancer du pancréas, tout le monde sait très bien que c'est une saloperie, et il ne se passe rien. Bon, nous on en est à peu près aux mêmes étapes. Il faut débuter des essais cliniques. Ça fait des années que j'essaye de les faire bouger et qu'au fond, ça ne se passe pas. Alors, dans un temps, il était possible que les gens n'y aient pas cru. Mais je pense qu'actuellement, ça n'est pas le sujet. Je pense que cette lecture purement métabolique du cancer est une lecture qui est devenue probable et que beaucoup d'autres gens que nous voient que possiblement le cancer est un mode de fermentation. Rien n'est pire vis-à-vis des malades que le fait qu'ils ne sachent pas. Faire des essais sur ce type de pathologie sont des essais infiniment simples. Si vous parlez du cancer du pancréas, du glioblastome, ce n'est pas très compliqué, ce sont des maladies dont malheureusement tout le monde sait le pronostic, c'est facile de démontrer les choses. Ce sont des budgets qui sont des budgets de recherche qui se chiffrent en dizaines de milliers d'euros. C'est pour dire que ça n'est rien, rien au niveau de la société. Et nous sommes à un moment où, somme toute, je, mais aussi d'autres, suggèrent très fortement une efficacité d'un traitement visant à normaliser l'énergie cellulaire et qu'en même temps, des essais qui se doivent d'être faits ne sont pas faits. Moi, je ne suis que médecin et ou chercheur. Je ne suis pas homme politique, je ne suis pas un homme d'organisation, je ne sais pas faire plus que ça. Nous savons ouvrir une voie, comprendre et mettre nos tripes sur la table. Nous savons nous débrouiller pour que les choses soient faites pour la science. Le reste est hors mon pouvoir, notre pouvoir. Mais vous savez tous qu'il vaut mieux dans la vie savoir les choses dans leur réalité que de les mettre dans le placard et de faire comme s'il ne se passait rien. Je voudrais juste dire 2 mots encore pour la grille. Si l'augmentation de pression, c'est illisible, mais je vous l'ai mis tout de même, est-ce que l'augmentation de pression, qui est l'inflammation et qui est connue comme causant le cancer, peut causer aussi la maladie d'Alzheimer? Donc ça, ce sont des modèles animaux où on a exercé une pression sur la tête des souris pendant 6 mois. Et au bout de ces 6 mois, ne rentrez pas dans les détails, c'est pas ça, vous voyez que les souris sur lesquelles les coups ont été plus fréquents, eh bien, elles font les marqueurs de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire les plaques amyloïdes. Ah, excusez-moi, c'est plus black. Bon. Et taux. Ce sont les 2 marqueurs. Ce que je veux vous dire, c'est que on a une grille. La grille, c'est de recentrer la biologie par une seule chose, c'est la physique. Que ça a l'air de fonctionner, en tout cas sur les modèles animaux, et très probablement chez l'homme. Vous savez, la science, elle marche sur 2 jambes. Il y a une partie théorique et il y a une partie expérimentale. Là, il y a un 3e paramètre qui est extrêmement difficile à canaliser, à gérer, qui sont les malades. Le temps des malades n'est pas le temps du chercheur. Moi, ce que je sais faire, ce que les autres autour de moi savent faire, c'est des équations, une simplification
et rester d'une forme de clarté. Je voudrais juste vous donner un temps pour voir combien de temps ça a pris. Pour la mathématisation de l'espace, il y a presque 150 ans entre le moment où Copernic ne fait que répéter ce que d'autres savaient déjà, c'est-à-dire que le Soleil probablement était au centre, et on comprend la gravitation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les angelots qui tirent ou qui poussent les planètes, et que nous sommes dans un monde physique. La biologie, elle aussi, a besoin de cette simplification. Cette simplification passe par des équations, et en même temps, et de façon concomitante, les malades ont besoin d'être guidés pour s'en sortir. Et pour être guidés, ça passe, et je le répète, par des essais institutionnels normés. Je vous remercie. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre la dernière. Ah oui, je voulais juste remercier Joël de René, qui a sorti un livre et qui est très bon. Je cherche à comprendre et dire que je vais co-signer le livre. Mais oui, cher Laurent, puisqu'on vous attend en dédicace dès maintenant pour signer votre livre. Merci beaucoup pour votre conférence.